Salut les terriens, aujourd'hui pour ce traditionnel rendez-vous du journal de la Starbase, nous allons faire le point sur les dernières avancées de ce projet pharaonique à Boca Chica, avec plus que jamais une activité débordante sur le pas de tir. D'étranges structures que nous vous présenterons dans cette vidéo ont donc fait leur apparition, et on se demande parfois si les équipes de SpaceX ne jouent pas un peu aux devinettes avec nous, dans une sorte de jeu de plateau ou de gigantesque Tetris improvisé. Et puisque nous avons beaucoup d'abonnés férus de science, nous travaillerons ensemble sur le processus de séparation des étages d'une fusée, afin de mieux vous familiariser avec les immenses défis que doivent relever les équipes d'Elon Musk, et plus généralement les ingénieurs qui travaillent dans l'aérospatiale. C'est parti! Avant de rentrer dans les détails, allons d'abord vérifier que le Starship se porte bien et qu'il est toujours intact après son premier test cryogénique. Bonne nouvelle, le dernier test ne semble pas l'avoir pulvérisé, les simulateurs de poussée ont été retirés, et les équipes de SpaceX en ont même profité pour faire un essai de moindre envergure mais complet sur les volets. Pas de nouvelles infos en revanche sur les tuiles qui avaient été soufflées juste avant le test, et comme nous en parlions dans le dernier journal de la Starbase, il est fort probable que le bouclier thermique puisse encore subir quelques modifications. Il y a donc fort à parier que les équipes de SpaceX planchent actuellement sur le sujet, et à l'heure où je réalise cette vidéo, si le vaisseau phare d'Elon Musk ne semble pas avoir été trop sollicité ces derniers jours, il ne manque pas de faire son petit effet simplement en trônant sur le pas de tir et en affichant fièrement toutes sortes de détails. Mais voyez plutôt, sa structure extérieure ainsi passée au peigne fin et criblée de toutes sortes d'indications vous paraît-elle claire ? Vous pouvez y mettre votre grain de sel en vérifiant si chaque élément correspond bien aux fonctions qu'on leur attribue, car pour l'instant ce ne sont encore que des suppositions. Alors si cette devinette un peu technique vous titille et que vous notez des incohérences, laissez donc vos remarques en commentaire. Le Starship S-20 se porte donc bien, et du côté de ses petits frères ou les futures versions du vaisseau, tout n'est qu'une question de temps. Encore en cours d'assemblage, les versions S-21 et S-22 ont été aperçues, morceau par morceau, et c'est ainsi que nous avons pu constater quelques progrès. Par exemple, en ce qui concerne le S-21, son cône a déjà été pourvu de tuiles, comme vous pouvez le vérifier sur cette image. Cette politique de développement permanent sur la Starbase nous permet de nous rendre compte que désormais, les équipes de SpaceX, avant même d'entamer les phases d'assemblage des versions à venir du Starship et du booster, installent déjà des équipements que l'on pensait voir apparaître plus tard dans le processus de construction, à l'instar de ces tuiles sur le cône ou encore sur certaines parties du S-21 à hauteur des réservoirs. Pour ce qui est du S-22, ce sont 3 dômes disposés les uns à côté des autres et visiblement prêts pour être gainés. Ils ont été vus ici au début du mois d'octobre sur le site de construction. Le B5, future version du booster Super Heavy B4, quant à lui est toujours sollicité, puisque l'une de ses sections a été soulevée et empilée sur une autre. Ainsi, tout comme les futures versions du Starship, les différentes sections du B5, selon la même stratégie de développement permanent, se voient d'ores et déjà implémentées de sous-systèmes tels que les câbles, la tuyauterie et les avioniques, ou autrement dit les équipements électroniques embarqués qui aident au pilotage des fusées, avant même que l'assemblage ne soit complété. Passons à présent sur d'autres éléments de la fusée que l'on peut trouver dispatchés un peu partout sur le sol de la Starbase. On remarque justement ici des grid fins ou futures grilles de support probablement destinées au B5, et non loin de là, on peut voir clairement 2 autres sections du futur booster B6 se faire dorer la pilule au beau milieu du site de production. Mais ce qui mérite vraiment notre attention ici, c'est ce cercle de métal destiné à protéger la base du booster, tout en laissant passer la tuyauterie nécessaire pour les moteurs Raptor, comme ces nombreuses ouvertures circulaires le laissent penser. Pour rappel, le Super Heavy devait compter à la base une vingtaine de moteurs installés sur sa circonférence et 9 autres en son centre. Or, ce qui nous est permis d'observer ici, c'est le nombre d'ouvertures sur ce cercle protecteur. Au final, ce pourrait bien être 33 moteurs et non 29 qui se cacheraient sous la jupe du Super Heavy, comme l'annonçait Elon Musk. Et ce nouveau dispositif serait-il réservé aux prochaines générations de boosters ? C'est encore à mettre au conditionnel, mais si tel était le cas, les nouvelles versions seraient capables de pousser jusqu'à 6100 tonnes. Si à cela nous ajoutons les capacités des Raptor 2, le B5 ou B6 pourrait même aller jusqu'à 7600 tonnes, soit 2 fois plus que la fusée Saturn V qui avait pour mission de transporter les astronautes américains sur la Lune en 1969. Mais tout ceci n'est encore que projection, alors il va falloir encore nous armer de patience. Cependant, cette dernière est mise à rude épreuve, surtout quand sur la Starbase, des allers-retours incessants, des fermetures de route et une activité débordante et sans fin n'en finit pas d'aiguiser notre curiosité. À l'image de ce réservoir que vous voyez ici de profil, ou même de ce QD Arm, bras de déconnexion rapide qui a pour mission de ravitailler en ergol le Starship et le Super Heavy, qui se porte lui aussi à merveille et nous salue ici par un premier test de mobilité.
Et oui, le QD-Arm semble opérationnel, et le voir ainsi pivoter sur son axe nous laisse présager d'autres avancées majeures à venir. Enfin, pour ce qui est du trafic incessant sur la route de Boca Chica, un Raptor a lui aussi défilé sous l'objectif des nombreuses caméras des aficionados de SpaceX postées sur place, et qu'on remercie d'ailleurs pour leurs nombreuses images et mises à jour. Ce moteur a été, semble-t-il, transporté jusqu'au site de lancement après avoir subi des vérifications, sans doute pour être installé sur le Starship en vue du prochain test de mise à feu statique. Dans ce tumulte incessant, une énigme en chasse une autre. En effet, une étrange architecture a fait son apparition à côté de la tour de lancement. Alors, quelle est cette énorme structure rouge que vous pouvez observer sur ces images? En effet, le 6 octobre, cette étrange et massive armature s'est invitée sur le pas de tir de la Starbase. Mes chers terriens, les pronostics sont donc ouverts. À votre avis, à quoi peut-elle bien servir? Est-ce un étage intermédiaire permettant d'élever et de supporter temporairement le poids d'une partie du chariot? Réponse C, une kippa surgelée. Ou une double mâchoire destinée à agripper la tour de lancement et qui servira de support pour fixer les bras de récupération que sont les chopsticks avant leur installation définitive? C'est la mer Noire. Pourrait-il s'agir d'un énorme ascenseur et répartiteur de charge pour aider la grue Franken-Crane à soulever leur masse? C'est la mer Noire. Ou bien encore un pont entre les réservoirs et la tour orbitale pour acheminer les tuyaux d'alimentation en ergol? 2. Et si vous pensez que ce n'est rien de tout cela, auriez-vous une autre idée à nous suggérer? Voici déjà un indice. Et oui, il s'agit bien du chariot. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, ce dernier a été soulevé par la grue Franken-Crane à la verticale et retourné. La mâchoire inférieure du chariot reposant ainsi sur le sol et la mâchoire supérieure quant à elle reposant sur l'énigmatique structure rouge en question, permettant ainsi de ne pas fragiliser la colonne vertébrale de son armature et d'éclaircir au moins cette énième énigme. Ce que vous voyez avancer timidement sur la droite de la vidéo, c'est le second bras de récupération qui a été rapatrié par la grue appelée Bucky pour les intimes, afin d'être placé juste à côté du premier, amené lui aussi un peu plus tôt sur le pas de tir orbital. Un peu plus tard et dans la suite logique des choses, les deux ont ainsi été fixés sur le chariot comme on peut le voir ici grâce à ce tweet de RGV Aerial Photography qui fournit régulièrement un superbe travail en nous offrant une vue imprenable sur la Starbase. A noter que cette énorme goupille, dont je vous laisse apprécier les dimensions sur cette photo, a bien aidé pour cette opération. L'ensemble a ensuite été accroché aux deux grues pour un levage en tandem, comme on le devine ici. Alors oui, comme nous le disions tout à l'heure, encore un peu de patience, car il semblerait que nous n'ayons jamais été aussi proches de voir l'ensemble des mécanismes de la tour de lancement, en l'occurrence le chariot, les chopsticks et le QD-Arm, enfin réunis, comme le montre cette animation. Ce ne sont pas les surprises qui manquent avec SpaceX, et cela donne souvent lieu à pas mal de spéculations. Alors dans le registre des devinettes, le journal de l'espace compte bien vous faire participer, et voyez plutôt. Qu'est-ce que c'est que cet étrange convoi? Eh bien, il semble que ce soit des maillons de chaîne qui, une fois assemblés, formeraient une architecture solide sur laquelle il serait possible de faire courir des câbles sans les soumettre à trop de pression et sans leur faire subir des torsions trop importantes. D'ailleurs, si vous observez bien, vous pouvez apercevoir de nombreux fils et connecteurs déjà installés sur la structure. Alors ce dispositif est-il destiné aux futurs mécanismes dédiés à la récupération et au maintien du Starship et du Super Heavy? Affaire à suivre. Mais en ce qui concerne ce tweet de RGV Aerial Photography, là nous n'avons pas besoin de percer un énième mystère. Ce que vous voyez à l'écran est un Custom Load Roller ou rouleau de charge sur mesure qui sera fixé sur la tour de lancement pour remplacer l'un de ses congénères s'étant détaché la veille et qui a chuté pour s'écraser au sol. Bon, apparemment plus de peur que de mal. Pour rappel, ces rouleaux sont destinés à faire coulisser l'ensemble du chariot-bras de récupération et le QD-Arm le long de Mekasila ou la tour orbitale. Du côté de la ferme à Ergol, endroit stratégique où sont placés les réservoirs chargés d'alimenter le Starship et le Super Heavy, quelques manœuvres ont été remarquées. Ici, plus vraiment d'énigmes à se mettre sous la dent, et comme vous pouvez le voir sur ces images, une coque de protection extérieure blanche cryogénique, ou cryoshells pour les plus avertis d'entre nous, a été placée sur l'un des réservoirs à oxygène liquide, en l'occurrence le GSE-6. 2 heures plus tard, le GSE-8, qui sert à stocker le métal liquide, a été transporté au site de lancement et hissé par la grue puis déposé à son emplacement final, réunissant ainsi la totalité des réservoirs de la ferme à Ergol. Un sacré travail a d'ailleurs été accompli depuis le début de la construction de cette dernière, et il ne manque plus désormais que 2 cryoshells à enfiler sur le GSE-2, qui avec le GSE-1 serviront à stocker l'azote liquide, et une autre coque de protection extérieure pour le GSE-8 fraîchement arrivé, pour parachever l'œuvre finale. Passons à présent à la rubrique technique du journal de la Starbase. Comme vous le savez, le but de la science c'est justement de résoudre les énigmes que la nature sème ici et là sur notre chemin.
Cette dernière fait régulièrement des découvertes, et même si cela demande beaucoup de travail, d'inspiration et d'expérimentation, le jeu en vaut toujours la chandelle. C'est pourquoi nous souhaitions, avec l'équipe du Journal de l'Espace, vous donner encore quelques détails techniques afin d'expliquer le défi constant que représente la simple séparation d'un étage de fusée. En aérospatial, même si les agences travaillent sur des concepts de SSTO pour Single Stage to Orbit, c'est-à-dire des fusées ou vaisseaux à un seul étage, il faut savoir qu'un lanceur est en général au minimum composé de 2 parties, mais il peut tout aussi bien être composé de 3, voire même de 4. D'ailleurs, les satellites qui ont souvent un moteur et des ergols peuvent aussi être considérés comme un étage à part entière. Chaque hauteur supplémentaire augmente donc le poids, la complexité et le coût du lanceur, et c'est pourquoi de nos jours les fusées sont en général composées de 2 parties pour les raisons évoquées. Si l'étage du bas d'une fusée sert clairement à faire décoller l'ensemble de sa structure, celui du haut quant à lui a pour but de délivrer une cargaison. Lorsque le premier n'a plus assez de carburant dans ses réservoirs, il est alors éjecté pour des raisons évidentes de charge inutile. Et oui, on verrait mal un Starship se coltiner jusqu'à Mars, la masse inerte et vidée d'ergol de son premier étage, le Super Heavy, d'où le besoin de scinder en deux la fusée lors de la phase de séparation. Cette étape peut se faire soit via des actionneurs de verrouillage, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, simplement en envoyant un signal électronique au moteur afin d'attacher ou de détacher les étages d'une fusée, soit comme représenté ici via un autre procédé qui est généralement utilisé par les Russes et qui consiste à allumer les moteurs du second étage pour expulser le premier sous l'effet de leur puissance et de leur chaleur. À la suite de cette procédure et à l'aide de petites fusées de séparation, il est possible de ralentir l'étage largué afin d'éviter que ce dernier ne vienne percuter le second. En effet, l'extinction des moteurs de la partie éjectée peut ne pas être totale, tout comme l'allumage de l'étage toujours en course n'est pas forcément immédiat. Mieux vaut donc faire en sorte que les deux ne se percutent pas, comme ce fut d'ailleurs le cas pour SpaceX au tout début de son aventure spatiale. Enfin, quel que soit le procédé, et si tout se passe bien, les moteurs de l'étage du haut s'allument, et comme ce dernier pèse bien moins lourd que la fusée dans son intégralité, il se trouve alors boosté par la perte de l'étage du bas, et poursuit ensuite sa trajectoire pour mettre en orbite sa cargaison. Cette séparation n'est pas à prendre à la légère, et comme c'est souvent le cas dès qu'il s'agit d'aérospatial. Alors comment l'entreprise d'Elon Musk compte séparer le Starship de son booster Super Heavy? Là encore, SpaceX fait des siennes et décide de ne pas faire comme tout le monde. En effet, le PDG de l'entreprise a simplement annoncé que sa fusée n'aurait pas de mécanisme de séparation, au point d'affirmer que ce dernier était même complètement inutile. Bon, on comprend aisément que cela puisse agacer, car sur plus de 60 ans de conquête spatiale, certains procédés ont tout de même fait leurs preuves, et Elon Musk fait un peu figure d'enfant gâté qui boude les jouets des anciens. Mais laissons-le progresser et voyons comment il compte s'y prendre. Après tout, si les fusées sont réutilisables de nos jours, c'est peut-être aussi et justement grâce à cette volonté qu'il a de ne pas faire comme tout le monde. Mais alors, comment compte-t-il s'y prendre pour la phase de séparation des étages? Eh bien tout simplement en utilisant les bonnes vieilles lois de la physique, mais un dessin valant mieux que de longs discours, regardez plutôt cette animation. Vous voyez ici les moteurs atmosphériques du Starship effectués sur leur axe de petite rotation. Cela est possible grâce aux cardans, autrement dit les dispositifs mécaniques qui permettent l'articulation des deux arbres ou deux bras d'un même système. Elon Musk compte sur ce mouvement des Raptors quelques secondes seulement avant la séparation pour que le Starship puisse éjecter mécaniquement le booster. Lors de cette étape clé du processus de mise en orbite, le Super Heavy sera encore 5 fois plus lourd que le vaisseau, et cette légère rotation des moteurs atmosphériques créera alors une force centripète, ou force permettant de maintenir un objet dans une trajectoire incurvée, suffisante pour causer la séparation des deux étages, permettant ainsi au booster de glisser tranquillement loin du Starship sur une trajectoire droite et stable. Cette manœuvre serait donc l'occasion pour SpaceX de s'épargner le développement de systèmes de poussée ou de charges pyrotechniques pour éjecter les quelques centaines de tonnes du booster, et de réduire le poids total de la structure tout en affectant positivement la consommation d'ergol. Alors dans cette configuration, on serait tenté de demander, est-ce qu'un tel procédé ne serait pas susceptible d'abîmer les fameuses tuyères des Raptors dont nous parlions dans le dernier journal de la Starbase? Eh bien en théorie non, car elles seront enveloppées et donc protégées par la jupe du Starship. Cette méthode est déjà développée par SpaceX et notamment sur la Falcon afin de mettre en orbite ses satellites. En théorie donc tout va bien, encore faudra-t-il le mettre en pratique lors du premier tir orbital du Starship, et c'est ce que nous espérons bien voir sur un prochain journal de la Starbase bien évidemment. Voilà les terriens, au nom de l'équipe du Journal de l'Espace, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à faire briller ce pouce bleu pour accrocher le Journal de l'Espace à la tour de lancement de l'algorithme de YouTube. Ouais, on est allé la chercher loin celle-là. Allez, à vendredi, salut les terriens!